Qu'est-ce que tu fous? Debout, papa. Eh bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as quand même pas oublié pourquoi t'étais là? T'es venu ici pour venger ta petite sœur déchiquetée par des chiens. Et tes camarades de la Résistance. Pense à Dina et à Kruger. Venge leur mort. Tu dois continuer à avancer, quitte à en mourir. Et même une fois que tu seras mort. Après tout, c'est par toi que toute cette histoire a commencé. La philosophie morale cherche à déterminer la fin d'une action humaine en la jugeant bonne ou mauvaise, selon une éthique. Elle explore la légitimité et le fondement de cette morale. Celle-ci structure la conduite de l'homme selon les mœurs de la société. L'île de Paradis est contrôlée par des autoritaires, les gens n'ont que peu de raisonnement éthique. Nos personnages principaux se détachent par leur conscience des responsabilités. On voit à plusieurs reprises dans la série que se rapprocher de l'autre permet de se rapprocher du réel. La vérité est en quelque sorte la clé, c'est ce qui permet aux traîtres de la 104e brigade de prendre la pleine conscience de leurs actes. L'attaque des Titans retranscrit beaucoup des horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de toute cette sombre période qui met à rude épreuve la morale des personnages. La mort et le sens du sacrifice sont omniprésents dans l'œuvre. Se posent alors deux questions. Pour qui et pourquoi? Tous les personnages tentent de donner un sens éthique à leur combat. Rainer se persuade de sauver l'humanité, même Eren donne une raison à son combat en disant protéger ses amis. Au début de l'histoire, on pense que l'humanité vit en paix entre les murs depuis 100 ans. Mais tout repose sur un mensonge parfaitement immoral. En parallèle de ce mensonge, les Eldiens en dehors des murs vivent un enfer. C'est le cas de Grisha et de sa sœur Faye dont la mort peut avoir 3 points de vue selon la morale de chacun. L'officier pense avoir agi normalement, presque même moralement au vu de la nature des Eldiens et de comment la société Mar les considère. À cause de cette même propagande, le père de Grisha est paralysé par la peur et se résigne. Grisha lui trouve la mort de sa sœur intolérable, inexcusable et ne veut pas courber l'échine. Pour autant, l'œuvre en elle-même prend très rarement parti pour la simple et bonne raison qu'un événement nous est toujours donné sous un minimum 2 angles. L'endoctrinement empêche beaucoup de personnages d'avoir plusieurs points de vue. Pendant l'ellipse, Eren va vivre de l'autre côté de la mer et comprendre également les points de vue d'autres personnes. Beaucoup de conflits dans l'attaque des Titans pourraient être évités en discutant, en se pardonnant, comme ce qui se passe durant le ragoût de la forêt, ce qui éviterait de refaire les erreurs du passé. Eren comprend tous les points de vue. C'est là tout son dilemme moral de la fin du manga, pour le résultat qu'on connaît. Je vais tous les exterminer. Les uns après les autres. Il existe 2 facettes de l'attaque des Titans. Un côté très matérialiste, très réaliste, mais aussi un côté très romantique dans le sens littéraire du terme. Le romantisme est un courant artistique né en Allemagne à la toute fin du XVIIIe siècle. Il se déploie très vite dans toute l'Europe. En France, les noms les plus connus sont Chateaubriand et bien sûr Victor Hugo. Le romantisme se distingue d'autres courants littéraires par la prédominance de la volonté et une opposition importante entre réel et idéal. La thématique de la liberté se retrouve également dans beaucoup de ses œuvres. On le définit souvent comme l'exaltation de l'individualité et des passions via l'aspiration à un idéal. Il cohabite malgré tout un attrait pour les sciences et la puissance collective. Dire que l'attaque des Titans est influencée par cette littérature pourrait paraître européano-centré. Pour autant, au 19e, beaucoup d'auteurs japonais se revendiquent aussi du romantisme. C'est le cas de Tokoku Kitamura. Sa digression sur le romantisme n'en est pas vraiment une tant Eren a de nombreuses caractéristiques du héros romantique. Vont à présent quitter cette île et fouler aux pieds le reste du monde. Ils le piétineront, jusqu'à en avoir exterminé la dernière trace de vie. Dans Paradis perdu de John Milton, le personnage de Satan est assez fascinant. Il s'agit d'un anti-héros qui refuse de ployer le genou, qui rappelle quelqu'un. Le héros luciférien se construit en une opposition radicale, violente et vaine à un système oppressif, et ce dans un seul but, sa liberté. Comparer le personnage de Lucifer à Eren est alors très facile, tant les ressemblances sont nombreuses et beaucoup de représentations d'Eren font penser à des représentations du diable. Les deux sont résignés et voués à une solitude car leur rébellion est trop importante et ne peut se faire qu'en solitaire, bien que les deux soient tout de même bien accompagnés. Dans tous les cas, la rébellion est trop importante. Légitime au départ, elle ira trop loin et sera vouée à l'échec. Friedrich von Schiller, poète et écrivain, nous dit que l'homme a tendance à se mettre du côté des vaincus. C'est aussi pour ça que les personnages comme Eren et Lucifer nous fascinent. On ne peut dissoudre notre rapport au monde dans une rationalité bien établie, d'après Clément Drapeau, auteur d'Au-delà des murs de l'attaque des Titans. Le monde dans lequel on vit, et a fortiori celui dans lequel Eren vit, est trop grand, trop obscur. Le romantique qu'il l'est
résiste à la matérialité, autant qu'il le peut grâce à sa volonté. Il soumet la matière à son énergie, il utilise sa volonté pour se transformer. Sa doctrine « je ne cesserai jamais d'avancer » est un défi au reste du monde, c'est en quelque sorte une résistance. La France a connu une occupation et une résistance aujourd'hui portées au nu comme étant la meilleure chose à faire. Pour autant, lors de la guerre d'Algérie, les résistants algériens étaient perçus par les Français comme des terroristes. Pour autant, si la violence peut se comprendre, elle ne peut pas toujours s'excuser. Tout est affaire de morale ici. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. La volonté d'Eren lui permet d'entrer en résistance face à la cruauté du monde. Il est en pleine conscience du réel mais décide de s'y opposer. Pour lui, vivre sans volonté revient à mourir. Pour autant, la volonté n'est pas une vertu en soi. Elle est une énergie puissante, mais avec un potentiel mortifère. C'est le cas de Kenny et de Frock. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! La volonté permet de pousser plus loin les obsessions des personnages jusqu'à ce qu'ils deviennent une force impérieuse, une prison. C'est ce que dira Eren à Armin durant leur discussion finale. Armin, le manga tente de nous montrer comment suivre librement nos obsessions. C'est ce que nous dit également Kenny à sa mort. On a tous besoin d'une obsession pour tenir le coup. C'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer. Quoi que l'on veuille croire, on est tous l'esclave de quelque chose. C'est dans le dernier chapitre que Mikasa nous montre que l'on peut rediriger cette volonté. Celle qui semblait le moins apte à cela, la plus prisonnière, devient alors la plus libre. C'était ça le plan d'Eren. Dans l'attaque des Titans, il y a une remise en cause de la figure du monstre presque dès le début de l'œuvre. Mais c'est un monstre! C'est un monstre! On l'a étudié plus tôt avec la déconstruction des Titans, mais c'est surtout le cas lorsque l'on se rend compte que les Titans cuirassés et colossales étaient des enfants perdus dans le monde. Globalement, très peu de personnages sont mauvais par essence. Le mal est présent dans chaque homme. Quelle que soit la raison pour laquelle on tue, celle-ci ne peut se justifier, d'après Isayama dans l'interview du Guidebook Answer. Or, dans son œuvre, nombre d'actes inqualifiables sont faits au nom de grands principes, et la personne qui les commet est souvent rongée par des remords sincères. Pour l'auteur, ce sont les actes qui sont monstrueux, pas les personnes. Il n'y a pas de mal inné. Ce que nous dit Isayama dans le même guidebook. Le mal vient du fait de s'absoudre de son humanité en mettant de côté la morale et le libre arbitre pour devenir un exécutant Mais il y a une chose dont je suis absolument certain. Il faut savoir faire des sacrifices importants pour arriver à changer les choses. Ça, je le tiens de grands hommes, qui ont su tout risquer jusqu'à leur propre vie. Certains sont même prêts à sacrifier leur humanité quand il s'agit d'affronter un monstre. Cette citation rappelle l'expérience de Milgram, un psychologue américain qui étudie le processus de soumission à l'autorité. Pour résumer, l'expérience consiste à payer une personne pour envoyer des décharges électriques à chaque mauvaise réponse d'un élève aux questions posées par un scientifique en blouse blanche. Le scientifique et l'élève sont des comédiens. Les fausses décharges électriques augmentent au fur et à mesure des mauvaises réponses. Le tout est de savoir quand la personne refusera de continuer. L'un des résultats étant que 62% des volontaires administrent un choc létal. Non létal! La responsabilité seule leur revient. Nos personnages endossent le rôle de monstre durant l'attaque de Revelio. Eren nous est montré comme tel assez explicitement. Et aussi se cherchent des excuses, comme l'ont fait les guerriers mares. Les actes sont jugés moraux ou non, encore une fois, selon les points de vue. Alors les voilà! Les démons de l'île du paradis! Eren, lui, ne cherche pas à se faire pardonner de ses actes. Il se défait de toute morale. Certes, il fait ce qu'il fait pour ses amis, mais comme il dit à Armin, en réalité, il extermine 80% de la population sans trop savoir pourquoi. Il semble comme poussé par une force intérieure immuable. Ce plan d'extermination que déploie Eren à la fin de l'histoire semble le seul pour protéger pleinement les siens. Son premier rêve est de visiter ce monde inconnu, rêve dont il est vite privé, développant un vrai sentiment de haine. Sa vie de paix, bien à l'abri derrière les murs, ne lui convient pas du tout. D'ailleurs, Eren du futur qui orchestre une bonne part des événements que nous voyons, allant même jusqu'à tuer sa propre mère, non sans remords, même avec beaucoup de remords.
C'est là qu'Eren semble perdu, il ne distingue même plus le bien du mal comme il n'arrive plus à distinguer le passé, du futur, du présent. En revenant au début de l'œuvre, Eren est érigé comme un espoir pour l'humanité, ayant un pouvoir capable de la sauver. Au final, elle l'amènera à sa perte. Mais était-ce très moral de laisser tant de poids sur les épaules d'un jeune garçon? Et pourtant ce monde est violent et cruel, le combat est la seule option, seule la force compte. Armin et le bataillon épousent assez bien la pensée d'Eren. On n'accomplit rien de déterminant si l'on n'est pas prêt à certains sacrifices. Une pensée assez peu morale, qui se résume par la fin justifie les moyens. Soit une morale proche de certains antagonistes et anti-héros comme Magneto chez les X-Men, voire le syndrome de Magneto de Bolshevik. Dans la seconde partie, Eren a tout pour une évolution positive. Il a fait la guerre auprès des aliens de Mars, il comprend pourquoi les guerriers ont attaqué Shiganshina, et même il pardonne à Reiner, affligé par les remords. Mais il ne lui pardonne que parce qu'il s'apprête à faire comme lui, si ce n'est pire. Ce qu'il a appris du monde, Eren n'en conservera aucune morale. Et pour cause, ses souvenirs du futur lui ont fait perdre toute insouciance, toute ignorance. Il est maintenant celui qui sait. Il cherche une voie pour éviter le massacre du monde sans issue, il acceptera son destin. Quand il est face à la mer, ses amis s'amusent d'une liberté nouvelle. Et Eren sait que cette liberté n'est qu'une illusion temporaire, et pointe déjà du doigt ses futurs ennemis. À votre avis, si on tue tous nos ennemis, ceux au-delà de cette mer, est-ce qu'on obtiendra enfin la liberté? C'était pas ma guerre! L'attaque des Titans ressemble beaucoup à notre monde, il est constamment en guerre. La guerre ne s'arrêtant qu'à la destruction totale d'un des belligérants. En eux-mêmes, les Titans peuvent être vus comme une métaphore de la guerre, à la fois des gueules cassées, de par leur difformité, et d'armes de guerre pour l'utilisation qu'en fait marre, faisant fi de la morale d'utiliser ainsi des êtres humains. Eren, en acceptant de jouer le jeu de Sig, a bien conscience que lui aussi va utiliser une partie des siens comme arme. Il est à ce titre pas beaucoup plus moral que Nlemar. Ces guerres font naître l'idée chez les populations que l'autre est un ennemi. Les drames s'occupent d'alimenter la haine et son cycle vicieux. Eren prend la liberté morale de devenir un démon génocidaire, de devenir le grand ennemi de l'humanité, afin que ses amis soient perçus comme des héros. Mais ce choix renforce le cycle de la violence au profit de ses proches seuls. Ce plan ressemble beaucoup à celui de Lelouch dans Code Geass. Eren réalise là un geste passionné dans le sens où il n'était pas parfaitement réfléchi. Eren prend la liberté morale de sacrifier le monde pour ses amis. Le cycle de haine, il laisse Armin s'en charger. Mais l'homme étant ce qu'il est, le cycle ne sera jamais fini. Cet abandon de plein gré de la morale, Eren l'a déjà effectué lorsqu'il tue avec véhémence les esclavagistes qui ont tué les parents de Mikasa, et qui voulaient vendre celle-ci. Eren est déjà libéré de certains codes moraux classiques dans une société humaine. Il a l'âme d'un meurtrier, il en éprouve même de la satisfaction. Il s'en dédouane même en déshumanisant ses victimes, c'est lui également qui pousse Mikasa à avoir cette mentalité sur la hiérarchisation entre les forts et les faibles, ainsi que le fait que seul le combat peut offrir une victoire. Bats-toi, Mikasa! Il faut te battre! Si tu ne gagnes pas, tu meurs! Si tu gagnes, tu vis! Tu ne peux pas gagner sans te battre! Dans nos sociétés pacifiées, la morale veut que l'on cherche un compromis. Eren lui refuse librement et prône une certaine radicalité. Petit mot vite fait sur la dichotomie importante dans l'œuvre entre le soldat et le guerrier, il semble deux faces d'une même pièce. Le guerrier existe à travers la guerre, là où le soldat existe même s'il n'y en a pas. Le soldat est un individu dans un groupe plus grand, tandis que le guerrier se bat pour ses aspirations au service d'une autorité. Le plus intéressant ici est de voir ces deux figures au travers du personnage d'Eren et de Reiner. L'un passe du héros à l'antagoniste, et l'autre réalise l'inverse. Ce qui rappelle un comics qui a fortement inspiré Isayama, Watchmen. Comics qui se demande quelle est la différence entre les super-héros et les criminels, voir si la figure du héros est vraiment souhaitable. Eren est libre au sens moral du terme. Là où des personnages ont du mal à se défaire de la morale qui leur a été inculquée par un parent ou par la société, Armin par exemple éprouve de très grandes difficultés à tuer au départ, Eren lui prend presque du plaisir. Carla et Hannes dans leur moralité placent la sécurité des habitants des murs au-delà de leur liberté. Eren lui prend l'inverse. Sig, dont on a assez peu parlé, trouve souhaitable de retirer aux aliens leur capacité reproductive, son plan d'éradication douce. Vous me broyez les couilles! Eren lui effectue une éradication pure et simple, d'une grande violence. Un génocide. Eren a subi l'aliénation et s'en libère, et ne souhaite pas s'aligner à quelque forme de nouvelle aliénation. À la fin de l'œuvre, le personnage semble dans une grande solitude, sans doute car ses grands pouvoirs l'ont rendu hermétique aux autres.
Mais sa façon de penser, sa morale, l'éloigne également des autres et de ses amis tant il s'est libéré de trop de chaînes qui le poussent en dehors du champ sociétal, voire même en dehors du champ humain. Eren, réponds-moi. Pourquoi veux-tu tellement voir le monde extérieur, sachant que juste derrière ces murs, les seules choses qui nous attendront ne seront peut-être qu'un enfer et une mort atroce? Comme tes parents en ont fait l'expérience. Comment ça, pourquoi? Tu me poses la question, mais ça me paraît évident, non? Tout simplement parce que c'est le monde dans lequel je suis né!